Et notre grande invitée aujourd'hui dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Aurore Bergé. Bonjour à vous, Bonjour. ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On va évoquer cette soirée du premier tour des municipales avec des résultats plus que mitigés pour le bloc central que vous représentez. Mais d'abord, le fait majeur, Aurore Bergé, c'est le fait que la France insoumise se retrouve dans de nombreuses villes en position d'arbitre, de quasiment faiseur droit ou de maire en tout cas. Les outrances de Jean-Luc Mélenchon ne l'ont donc pas pénalisé. Non, malheureusement parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est même plus des outrances, c'est-à-dire on a une vraie stratégie électorale de brutalisation du débat public, de conflictualisation permanente sur des sujets dont j'ai la responsabilité, notamment sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est pas de l'outrance ou du dérapage, c'est un cynisme électoral qui a été mis en place singulièrement après les attentats du 7 octobre. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que la gauche rompe avec une forme de gangrène que représente la France insoumise et qu'elle rompe définitivement, c'est-à-dire pas de cynisme en disant il n'y aura pas d'accord national pour mieux faire des accords locaux. Oui, mais dans ce Vous cas-là, ne le faut être croyez clair. pas quand il dit ça? Moi, je juge aux actes. Je juge aux actes. Donc, oui, il a dit qu'il n'y aurait pas d'accord national. Est-ce que ça veut donc dire que si jamais il y avait le moindre accord local entre la France insoumise et le Parti socialiste, cela serait immédiatement exclu du Parti socialiste? On voit l'attitude des écologistes qui, clairement, eux, considèrent que LFI redevient fréquentable le soir du premier tour. Donc c'est aussi ça, vous voyez, pendant des mois, on a eu une espèce de danse entre les uns et les autres. Et puis à la fin, quand il y a des élections, quand il y a un risque de défaite, parce qu'on voit qu'il y a certaines villes où des maires écologistes sont menacés, comme à Lyon, comme à Bordeaux, des villes où des maires socialistes sont menacés, comme à Clermont-Ferrand ou à Nantes, et bien là, il y a cette tentation immédiate qui revient de l'union, même avec le pire. Et ça, Aurore Bergé, ce seront des accords de la honte pour vous? Oui, ce sont des accords de la honte et j'espère que ce sont des accords qui seront perdants. Moi, j'espère qu'il n'y a aucune ville supplémentaire, puisque malheureusement, certaines ont été remportées, une notamment en Île-de-France. Aucune ville supplémentaire n'ira à la France insoumise, parce qu'encore une fois, on est sur un parti qui ne peut pas demain présider, gouverner aux destinées d'une commune au regard de la politique qu'il entend mener, de cette conflictualisation, de brutalisation et de ce qu'il fait, notamment concrètement, singulièrement sur la question de l'antisémitisme. Donc il faut que la gauche arbitre, qu'elle arbitre maintenant et pas qu'elle fasse croire que ça ira mieux demain. Non, elle arbitre tout de suite, elle dit non tout de suite, elle rompt immédiatement, de manière à ce que LFI ne soit jamais en mesure ni de prendre une ville, ni même d'en être l'arbitre. Alors, Manuel Bompard s'est félicité des résultats, bien sûr. Il appelle de ses voeux la nouvelle France et ce qu'il appelle son peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Je ne sais pas, moi, vous savez, les appels au peuple, je me méfie toujours, parce Non, mais que son comme peuple, si comme s'il y ça avait deux peuples caractérisait différents. quelque chose. Il y a une nation, qui est une nation française, qui est une nation qui doit être réconciliée, qui doit être unie. Je pense qu'il y en a trop qui jouent sur les fractures, qui cherchent à les accentuer, qui cherchent à les aggraver. Normalement, quand on fait de la politique, on n'est pas là pour jouer sur les fractures ou communautariser le pays. On est là, au contraire, pour chercher à les réconcilier, à les rassembler. C'est l'inverse de la stratégie électorale de la France insoumise, malheureusement. Mais pour vous, la France insoumise n'est pas un parti républicain, dans l'arc républicain, Aurore Non, mais Bergé, moi, j'ai aujourd'hui? toujours dit, vous savez, moi, j'ai pas attendu les élections municipales. Au soir du premier tour des élections législatives, j'avais déjà dit que pour moi, c'était ni RN, ni LFI. Je considère que ce sont deux partis qui ont des histoires différentes, qui ont des structurations politiques différentes, mais je ne souhaite que ni l'un ni l'autre ne puisse accéder aux responsabilités, au pouvoir. Donc, partout où on peut les faire battre, on doit les faire battre. Et pourtant, on va évoquer dans un instant les résultats du Rassemblement national. Tout ça est en train de préfigurer une présidentielle de 2027 où le RN et LFI pourraient se retrouver au second tour. Oui, c'est le risque, mais moi, c'est un risque, là encore, que je dis, que je dénonce en tout cas depuis des mois. C'est-à-dire que c'est plus de la science-fiction de se dire qu'on pourrait avoir un second tour entre le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Donc c'est pas jouer à faire peur avec les Français, c'est juste dire, voilà, c'est ça qui pourrait arriver. Donc ça veut dire que nous, on a une responsabilité supplémentaire. Et quand je dis nous, je parle du bloc central, Renaissance, Modem, Horizon et les LR. Nous avons une responsabilité commune qui est de garantir que les Français aient un autre choix en 2027 qu'un choix mortifère entre le RN et LFI. Ce qui veut dire qu'il faut l'union. Et d'ailleurs, dans les villes où il y a union, vous voyez bien qu'il y a des possibilités de victoire. Je pense à Nantes. Moi, j'étais allée soutenir et faire le lancement de campagne du candidat et on était ensemble sur scène, Renaissance, Modem, Horizon, LR, pour être à ses côtés parce qu'il y a eu l'union large dès le premier tour. Et il est en capacité, ce que personne ne prévoyait vraiment, de pouvoir renverser le Parti socialiste à Nantes. Donc ça veut dire que l'union, elle permet la victoire, là où la désunion, malheureusement, elle risque de préfigurer la défaite. Mais est-ce qu'il faudrait des désistements? Parce que pour empêcher certains partis, notamment la France insoumise, d'accéder, il faut désister. Et là, sur les municipales, on voit que personne ne veut se désister. Et quand vous avez une situation, prenons un exemple très clair à Roubaix.
à Roubaix, où malheureusement le candidat de la France insoumise est à 45% au premier tour, eh bien, je considère que l'union doit se faire derrière celui arrivé deuxième, qui est donc le seul qui peut gagner, qui est un candidat de la droite républicaine, et qu'évidemment, tous les autres devraient avoir la dignité de se désister. Si personne ne veut soi-disant prendre le risque d'avoir la France insoumise qui accède à des responsabilités, dans ces cas-là, il faut que chacun prenne les siennes. Et prendre les siennes, dans cette configuration-là, par exemple, c'est que chacun se désiste au profit du seul. Se désister, ça veut dire d'avoir aucun conseiller municipal, aucun conseiller municipal et donc ne pas peser. Mais c'est quoi le pire ? C'est de ne plus avoir un seul conseiller municipal d'opposition ou c'est d'avoir la France insoumise qui préside une commune ? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir la France insoumise qui préside une commune, pas plus que le Rassemblement national. Et dans ces cas-là, il faut être clair. Soit on est en situation de gagner, de les battre, et donc on se maintient et on va jusqu'au bout de sa candidature, soit on sait que le maintien favorise leur élection. Et donc dans ces cas-là, on a la clarté et la dignité de se désister. Aurore Bergé, on est sur CNews et Europe 1. Pour vous, il y a un signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise aujourd'hui dans la gestion des communes. On voit qu'un certain nombre de mairies RN ont été remportées dans ce pays. Pour vous, c'est la même chose réellement ? Je ne dis pas que c'est la même chose parce que ce n'est pas le même corpus, ce n'est pas la même volonté, ce n'est pas la même histoire politique. Moi, je dis que je ne souhaite pas comme destin pour la France que ce soit le Rassemblement national qui gagne demain ou que ce soit la France insoumise qui gagne demain. C'est uniquement ça que je dis. Et je n'oublie pas non plus qu'un certain nombre de candidats du Rassemblement national, que ce soit aux élections législatives de 2024 ou que ce soit encore aux élections municipales cette année, ont dû être désinvestis au dernier moment par le Rassemblement national parce qu'en regardant ce qu'ils avaient publié ici ou là sur les réseaux sociaux, on retrouve des commentaires racistes ou des commentaires antisémites. Donc ce n'est pas évoquer un passé, c'est rappeler un présent. Et un présent qui dure, là où on nous avait promis à chaque élection que le ménage serait fait et serait fait définitivement. Certains candidats ont été écartés, effectivement, encore récemment. Jordan Bardella tend la main aux listes de droite sincères, dit-il, pour l'emporter. On a parlé de la question de l'union à gauche. Il y a aussi la question des alliances éventuelles de la droite et du Rassemblement national. Là encore, vous dites, attention, il ne faut pas franchir cette ligne-là. Déjà, j'ignorais que le Rassemblement national était un parti de droite. Et moi, j'aimerais que chacun s'attarde sur ce que le Rassemblement national vote à l'Assemblée nationale. Quand le Rassemblement national vote contre la réforme des retraites, vote contre la réforme de l'assurance chômage, vote contre la réforme du RSA pour garantir à chacun de pouvoir retrouver un emploi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des réformes qui vont dans un sens nécessaire et souhaitable sur le marché du travail, sur les questions économiques, le Rassemblement national s'y oppose. Par contre, il vote avec la France insoumise toute une série de taxations et de fiscalité supplémentaires. Et là encore, ce n'est pas du passé, c'est ce qui s'est passé très récemment au moment des discussions sur le budget. Donc, si Jordan Bardella nous apprend que le Rassemblement national rompt de manière définitive avec des candidats qui malheureusement continuent à tenir des propos racistes ou antisémites et qu'il nous annonce donc que le Rassemblement national devient un parti de droite, c'est malheureusement l'inverse de ce qu'ils font quand ils en ont l'opportunité dans les votes qui sont les leurs à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que cette main tendue, moi je vois bien la tentative d'affichage qui est la sienne, mais la réalité de ce qu'est ce parti politique, de ses votes à l'Assemblée nationale, démontre l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Aurore Bergé, parlons maintenant de Renaissance. Une centaine de villes remportées sur 35 000 communes. Ça s'appelle une bérésina pour le camp présidentiel. Ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire qu'on a ceux qui sont solidement ancrés et qui démontrent que c'est possible. Et puis, ça veut dire qu'on a la nécessité, encore une fois, de la clarification de ce qu'on veut porter, de ce qu'on veut continuer à porter dans la vie politique. Moi, je ne crois pas et je n'ai jamais pensé qu'on serait une parenthèse. Beaucoup de partis politiques ont espéré ça. Le macronisme est une parenthèse, le dépassement est une parenthèse. Il n'est pas grand effacé, il n'y a pas un grand effacement ? Le risque, c'est ça. Le risque, c'est l'effacement de nos idées. Ça veut dire que les élections municipales, il reste encore une semaine. Donc déjà, on est cette semaine dans un moment qui est un moment de combat. Un moment de combat face à la France insoumise, un moment de combat face au Rassemblement national, un moment de combat parce qu'il y a des villes qui sont à portée de victoire, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Annecy, que ce soit avec l'Union, par exemple, à Lyon ou à Nantes. Donc ça veut dire qu'il faut aller au bout de cette logique-là de l'Union et ça veut dire qu'il faut être très lucide sur les risques en 2027. Et que 2027 ne doit pas être une élection confisquée par quelques ambitions, mais la nécessité, encore une fois, du rassemblement. Parce que toutes les ambitions sont légitimes, sauf que si on n'a que des ambitions qui se juxtaposent, à la fin, aucune d'entre elles ne sera au second tour. Vous parlez de clarification, vous l'avez demandé à gauche, à droite.
On se rappelle quand même que lors des dernières législatives en 2024, Gabriel Attal avait appelé à voter la France Insoumise pour faire barrage au RN. Est-ce que c'est toujours la même logique ou plus du tout aujourd'hui, Aurore Bergé? Écoutez, moi, vous savez que c'était pas ma logique. On a été quelques-uns très clairement à dire que nous, aux élections législatives la dernière fois, il était hors de question que pour battre le Rassemblement national, on mette un bulletin LFI dans l'urne, parce que de toute façon, je pense que ça ne fait que faire progresser le Rassemblement national à la fin. Donc c'est une stratégie qui est une stratégie perdante. Et je pense que de toute façon, elle est inacceptable au regard de ce que défend la France insoumise, de ce qu'elle défendait déjà en 2024. Donc maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'est rangé à la position qui était la mienne à l'époque, c'est-à-dire ni RN, ni LFI. Tant mieux, on a besoin de cette clarté. Je pense que les Français, ils attendent de la clarté. Si on voit qu'il y a malgré tout un enracinement du Rassemblement national, qu'il y a des victoires pour la France insoumise, c'est parce que, même si je les combats, et sans doute qu'ils démontrent une forme de clarté dans les projets politiques qui sont les leurs. Eh bien, à nous de retrouver cette clarté-là. Ce dont vous avez manqué. De retrouver cette clarté politique indiscutable, à la fois dans les élections locales. Il nous reste encore une fois une semaine qui est une semaine de combat, et dans les élections nationales, évidemment. Mais le fait d'avoir tellement peu d'élus pour la Renaissance, je crois qu'il n'y avait que 5 grandes villes où il y avait un candidat Renaissance, ne va pas vous effacer complètement de la carte politique. On sait qu'il y aura les sénatoriales bientôt. Aucun ancrage local pour votre parti. Encore une fois, on a des possibilités de victoire, et donc on verra au soir du second tour. Mais parce que vous savez, moi j'ai vu, y compris d'ailleurs aux élections législatives, des candidats qui étaient arrivés en tête avec 47% et qui ont été battus au soir du second tour. C'est pas le même type de scrutin. C'est pas le même type de scrutin, je le sais bien, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'inconnus. Combien de candidats seront en lice dans chacune des communes? Regardez à Paris. Est-ce qu'on aura 5 candidats en lice pour le second tour, ce qui serait quand même une première sur la capitale de la France? Est-ce qu'on va avoir... Qu'est-ce que vous dites à M. Bournazel, par exemple? Mais je lui dis ce que Rachida Dati a dit, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'union. On a besoin de l'union. Donc il faut fusionner les listes. Il y a une volonté qui est une volonté d'alternance à Paris. Et je dis depuis le début, moi je soutiens Rachida Dati depuis le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 candidats qui sont arrivés largement devant les autres, le candidat de la gauche et la candidate de la droite et du centre, Rachida Dati. Donc la seule qui peut permettre l'alternance à Paris, c'est elle. Donc ceux qui se maintiennent, ceux qui refusent la main tendue, de facto, veulent donc faire gagner la gauche. Moi, je ne veux pas faire regagner la gauche à Paris, parce que je pense que Paris mérite mieux que ce qui se passe aujourd'hui en termes de sécurité, en termes d'insalubrité. Regardez le scandale absolu sur la question du périscolaire. Ça, c'est quand même une honte. On parle de violence sexuelle à l'encontre de nos enfants. Enfin, tous les parents, j'imagine, peuvent être inquiets quand ils accompagnent leurs enfants et se demandent à qui ils les confient. Et on parle de Paris. Paris, il ne peut pas dire qu'elle n'a pas les moyens de vérifier, pas les moyens de contrôler. Emmanuel Grégoire a été dans la majorité d'Anne Hidalgo. Il a été son premier adjoint. Il ne peut pas faire comme si aujourd'hui, il découvrait cette situation et qu'il n'en avait jamais eu connaissance. Donc, est-ce que ceux qui ont échoué hier peuvent réussir demain? Je ne crois pas. Moi, je crois à l'alternance et je crois à l'union. Au nom de cette lutte contre la gauche, Rachida Dati doit-elle accepter la main tendue par Sarah Knafo ou se boucher le nez en disant non, je ne veux pas de votre alliance? Se boucher le nez, mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir sur la même liste et Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo. Ni l'un ni l'autre ne le souhaitent. Donc Paris sera à gauche. Mais ni l'un ni l'autre ne le souhaitent, de toute façon. Donc ça veut dire que ça n'est pas possible. Donc ça doit passer par les électeurs? Mais bien sûr, mais ça passe toujours par les électeurs. Parce que je pense qu'ils détestent cette logique de tambouille qui fait que dans l'entre-deux tours, tout d'un coup, on change quelque part un peu les règles du jeu, on fusionne, on s'allie, on se désiste, etc. Donc ça crée toujours une ambiance très particulière. À la fin, la seule question qui se pose à Paris comme ailleurs, c'est est-ce que vous souhaitez l'alternance? Est-ce que vous souhaitez l'alternance à Bordeaux? Est-ce que vous souhaitez l'alternance à Annecy? Est-ce que vous souhaitez l'alternance à Nantes? À Limoges, pour la première fois depuis... Historiquement, la droite et le centre sont arrivés en tête, pareil à Clermont-Ferrand. Donc ça veut dire qu'il y a des alternances qui sont possibles, mais ces alternances ne peuvent exister que s'il y a l'union. Encore une fois, l'éclatement de ce bloc central laisse préfigurer des jours difficiles pour la présidentielle de 2027. Comment départager tous ces candidats qui représenteront qui le macronisme, qui la droite républicaine? Faut-il une primaire ouverte? Vous y êtes favorable? Qui serait ce candidat naturel selon vous? Mais la primaire, je vois qu'on est de plus en plus de voix à y être favorable. Gérald Darmanin y est favorable, Gérard Larcher y est favorable, tout simplement parce que c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui. Comment sinon départager les candidats et les candidates? Il n'y a aucun autre système qui permette ce départage. Et il n'y a aucun autre système qui garantisse l'union. Ça ne garantit pas la victoire. Et par contre, l'absence de primaire et l'absence d'union garantissent la défaite. C'est pas la machine à perdre des primaires?
Non, c'est pas la machine à perdre. La machine à perdre, c'est la division. La machine à perdre, c'est d'avoir une succession de candidatures qui ne permettent pas de se mettre d'accord sur un projet, une vision de société qu'on veut partager aux Français. Et à la fin, la machine à perdre, c'est donc de laisser les Français choisir uniquement entre le Rassemblement national et LFI. Je crois que le pays mérite mieux. Aurore Bergé, vous serez candidate à cette primaire? Je veux d'abord qu'elle existe. Donc moi, je fais les choses dans l'ordre. Il y a des municipales, okay. il reste une semaine et moi, je serai au combat et je continuerai à aller soutenir les candidats comme je l'ai fait tout au long du premier tour. Donc je continuerai à les soutenir cette semaine et je me battrai pour créer une primaire. Donc c'est trop tôt pour nous dire si vous êtes candidate à la primaire. primaire. Oui, parce que moi, je pense qu'il faut faire les choses dans le bon ordre dans la vie politique. Il y a le combat des municipales, il reste encore une semaine de combat. Et il y a un combat pour garantir l'union et garantir déjà qu'il y ait des primaires qui puissent exister. Aurore Bergé, on a évoqué dès le début l'antisémitisme à travers les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une proposition de loi de la députée Caroline Yadan qui vise à caractériser les nouvelles formes d'antisémitisme en pénalisant l'antisionisme. Je sais que vous soutenez cette loi, mais quand sera-t-elle présentée au Parlement? Dès la semaine du 13 avril, elle sera débattue et discutée. Là aussi, ce sera un moment de vérité qui sera très important dans l'hémicycle, singulièrement pour la gauche. Est-ce que la gauche considère que nous devons lutter contre toutes les formes d'antisémitisme? Et malheureusement, nous le savons, l'antisémitisme, il a des formes renouvelées, il a muté, il a évolué, et singulièrement depuis les attentats terroristes du 7 octobre en Israël, dont on voit bien malheureusement la traînée qu'elle a laissée, qui aurait dû être une traînée d'empathie, qui s'est transformée en traînée d'antisémitisme. Donc nous avons besoin de mieux caractériser ce qu'est l'antisémitisme, de mieux sanctionner ce qu'est l'antisémitisme. Ça ne veut pas dire abolir la liberté d'expression pour ceux qui voudraient critiquer la politique menée par un gouvernement. Pourraient critiquer la politique de Benjamin Netanyahou, par exemple. Regardez ce qui se passe en Iran. Je n'entends personne appeler à la destruction de l'Iran. J'entends ceux qui disent qu'il faut faire tomber un régime qui a oppressé, un régime qui a tué. Là, on arrive à faire la différence sur l'Iran. Pourquoi on en serait incapable sur Israël de dire qu'on peut avoir des désaccords démocratiques avec un gouvernement qui a été élu, mais que pour autant, personne n'a le droit d'appeler à la destruction d'Israël, qui est le seul État refuge au monde pour les Juifs. Donc je pense qu'il faut arriver à faire la distinction. Et ceux qui refusent de faire la distinction sont ceux qui, évidemment, cherchent à attiser le feu de l'antisémitisme dans notre pays. Vous pensez encore une fois à la France Insoumise? Et je pense singulièrement à la France Insoumise, dont vous voyez bien l'attitude et l'obsession absolue qui a été la leur concernant Israël depuis le 7 octobre. J'aurais aimé que ce soit une obsession concernant les 1200 personnes assassinées le 7 octobre, les 51 Français assassinés le 7 octobre ou dans les mois qui ont suivi, quand pour certains ils ont été pris en captivité par le Hamas. Malheureusement, je n'ai pas senti ce mouvement d'empathie. J'ai senti uniquement une tentation très cynique et électorale. Et j'espère que cette semaine, le 22 mars, les Français y mettront un terme. Pour vous, la France Insoumise est toujours un parti antisémite, selon vous? Oui, puis on peut le dire, les tribunaux ont arbitré ce sujet. La France Insoumise est même passionnément antisémite. Ça a été reconnu comme pouvant être dit au nom justement de la liberté d'expression, et au-delà de la liberté d'expression, malheureusement, au regard des déclarations qui ont été celles non seulement de Jean-Luc Mélenchon, mais de beaucoup, beaucoup trop de ces candidats ou de ces députés. Et pourtant, très peu de procédures judiciaires arrivent à leur terme concernant justement ces accusations. Justement, nous avons besoin d'une nouvelle loi. C'est pour ça qu'il faut que cette proposition de loi soit adoptée pour garantir que tous ceux qui justement sont en permanence sur la ligne de crête, à un moment, puissent être sanctionnés, puissent rendre des comptes devant les tribunaux, notamment, je pense, un certain nombre de parlementaires, d'élus, qui ont fait de cette obsession d'Israël, qui ont fait de l'antisionisme, finalement, une politique et une stratégie électorale. Je pense que c'est une stratégie électorale mortifère, c'est une stratégie électorale qui met des cibles dans le dos des Français juifs, on l'a vu, certains envisagent de quitter notre pays, et ça devrait à tous nous paraître absolument insupportable qu'un seul Français hésite à rester dans son pays du fait d'attaques qu'il reçoit et qu'il perçoit. Chacun devrait au contraire être à ses côtés et j'espère que nous le ferons très clairement la semaine du 13 avril et que cette proposition de loi soit très largement adoptée à l'Assemblée nationale. Une dernière question, Aurore Bergé, concernant la guerre en Iran. Elle provoque, là encore, une flambée des actes antisémites dans notre pays. Est-ce que en tout cas ceux qui commettent ces actes, sont incapables de faire la différence, encore une fois, entre ce qui se passe en Iran et ce que tente de faire Israël ? Je crains que certains, surtout, jouent avec cette volonté de confusion générale. Et donc, quand vous avez des adolescents dont le livre de chevet est devenu TikTok et de l'autre côté, la référence politique La France Insoumise, c'est sûr que ça vous fait un cocktail qui n'est pas un cocktail très républicain, qui n'est pas un cocktail très responsable et que ça a des conséquences dans la vie réelle. Et donc, ces conséquences dans la vie réelle, maintenant, non seulement on doit les dénoncer, mais on doit garantir à les sanctionner. Merci beaucoup. Aurore Bergé, c'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.